Voilà pour ce long format tout à fait exceptionnel sur CNews, la France face au voile. L'heure est donc venue désormais d'en débattre. Que représente le voile ? Quel est le symbole qu'est le voile aujourd'hui en France ? Faut-il l'interdire à l'université, lors des sorties scolaires pour les mères accompagnatrices ? C'est des questions que je vais poser à mes invités. Bonsoir Eric Tegner. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Rachel Kahn. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Sabrina Medjeber. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Driss Ghali, vous êtes l'auteur du livre L'identité d'abord. Bonsoir Naïm Bestandji. Bonsoir. Vous signez Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Et bonsoir Adela. Bonsoir. Vous êtes apostate, c'est-à-dire que vous avez quitté la religion musulmane il y a maintenant 8 ans. On l'a vu dans le long format, vous étiez voilée, vous n'êtes plus et vous n'êtes même plus musulmane. Vous êtes ce qu'on appelle apostate. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler parce qu'il y a la sénatrice LR, Valérie Boyer, qui appelait aujourd'hui dans un courrier à défendre les apostats, puisqu'on l'a vu dans le long format, vous êtes la cible de menaces. On va évidemment revenir sur votre témoignage dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander ce que symbolise pour vous le voile. Et je vais commencer avec Naïm Bestandji. Que symbolise le voile ? Alors, le voile, depuis l'Antiquité, il symbolise une chose simple, c'est la séparation des hommes et des femmes et l'infériorisation de la femme par rapport à l'homme. C'est-à-dire que le voile a été créé pour dire que la femme est un objet sexuel tentateur et que pour protéger l'homme de la tentation, il faut voiler la femme parce que c'est elle, dans un milieu patriarcal, dans un monde patriarcal, qui a la responsabilité de la gestion de la libido masculine. Donc, comme elle est un objet tentateur, en la cachant, la libido des hommes est apaisée, et parce que la libido des hommes est apaisée, alors la femme sera protégée en conséquence. Et les islamistes, pour présenter ce côté dégradant du voile, pour essayer de le valoriser un petit peu, ils ont inventé un terme marketing qui est très fort, qui est le mot pudeur. En fait, la pudeur, c'est l'euphémisme pour dire que la femme est inférieure à l'homme et qu'elle est un objet tentateur sexuel et que l'homme doit être protégé de cette tentation. Et donc pour vous, est-ce que le voile est une façon pour les frères musulmans de cacher les femmes ? Et on l'a vu dans le long format, le voile augmente en France. Il y a de plus en plus de femmes qui le portent. Est-ce que c'est la main des frères musulmans ? Et est-ce qu'il faut l'interdire au fond ? Est-ce qu'il faut l'interdire à l'université ? Est-ce qu'il faut l'interdire lors des sorties scolaires, puisque de plus en plus de femmes le portent ? Alors, tous les musulmans ne considèrent pas le voile comme une prescription religieuse, mais comme un héritage culturel sexiste et patriarcal. En revanche, tous les intégristes musulmans considèrent que le voile est une prescription religieuse. Il faut comprendre que les islamistes, les intégristes musulmans, sont obsédés par le sexe. Ils pensent à ça, mais constamment. Donc pour eux, le voile est devenu leur étendard. Ils le disent, les prescripteurs du voile dans leur prêche le disent, le voile est leur étendard. Au-delà de ce qu'ils disent, la pudeur, etc., c'est pour eux un outil politique. Certains disent même, je cite texto, pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Donc le port du voile est un thermomètre de l'avancée de l'islamisme. Ça ne veut pas dire que toutes celles qui le portent sont islamistes. Bien sûr. Ça veut dire qu'elles ont été convaincues par des prédicateurs qui leur ont dit que ça, c'est l'islam tout court. Or, cette approche rigoriste, extrémiste de l'islam, toutes les musulmanes ne se sentent pas concernées par le port du voile et c'est surtout à elles qu'il faut penser et c'est elles qu'il faut protéger, celles qui n'ont pas encore basculé. Éric Tegner, est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du voile à l'université lors des sorties scolaires ? Théoriquement, oui. D'un point de vue politique, forcément, ça serait compliqué. Moi, je pense qu'il faut penser la question du voile islamique aujourd'hui par rapport à la démographie. C'est-à-dire qu'il y a un poids de l'islam qui est très important et c'est un islam qui est évidemment conquérant aujourd'hui. C'est-à-dire que le port du voile, c'est devenu d'une certaine façon une façon de se compter. Se compter entre musulmans, c'est une possibilité ensuite de mener une pression sur des mères pour essayer d'avoir des terrains, pour construire des mosquées, pour essayer d'imposer justement ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Et cette conquête islamique, elle se fait parallèlement aussi à une civilisation chrétienne qui est en déperdition, avec des églises qui se vident. Et donc, c'est fondamentalement une question de conquête. Alors, quand on pose cette question de l'interdiction du port du voile dans l'espace public, moi qui me semble totalement cohérent, pourquoi lutter contre le port du voile dans les universités ou dans justement les lieux de public, les fonctionnaires, si on n'est pas contre le port du voile dans l'espace public, eh bien, il faut le faire parce qu'il faut proposer aujourd'hui, je le pense, aux musulmans modérés, aux musulmans qui adhèrent à la République, ce pacte en leur disant, pour sauver la France, il faut que vous soyez capables de choisir. Je pense que les musulmans modérés qui portent le voile aujourd'hui seraient tout à fait capables de dire, j'enlève mon voile parce que c'est une question de survie aujourd'hui. Sabrina Medjeber, de quoi le voile est-il le nom ? Avant de commencer à entrer dans le débat, je pense que c'est important que chacun définisse ce qu'est le voile, ce qu'il représente et est-ce que c'est un instrument alors il y a les frères musulmans, il y en a d'autres,
pour cacher le corps des femmes. Et au fond, ils s'en servent comme un instrument politique pour gagner du terrain. C'est ce qu'on entend aussi. Il est évidemment un instrument de la subordination patriarcale, ça c'est une évidence, c'est le symbole de la soumission anthropologique de la femme à l'homme, de son infériorisation, puisqu'il est corrélé à tout un package identitaire et y compris même mêlé à certaines injonctions du texte et de l'ensemble même du corpus islamique, à savoir l'endogamie, à savoir l'excision, à savoir les mariages forcés, à savoir la différence lorsque l'on perçoit l'héritage et encore bien d'autres paradigmes. Donc évidemment qu'il est une soumission à l'homme et un symbole même du patriarcat. Au-delà de ça, il est également un symbole de séparatisme culturel. Pourquoi je dis ça ? Parce que il est un marqueur non seulement religieux, c'est un marqueur politique, c'est également un marqueur culturel parce qu'il marque précisément un séparatisme à travers l'espace public. Je suis voilée, donc je suis musulmane. Et à partir du moment où je suis voilée et je suis musulmane, je suis donc subordonnée à tout l'agrégat communautaire, c'est-à-dire la logique clanique de ma famille, la logique clanique de mon quartier et la logique clanique de la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants. Donc, lorsque l'on se présente avec un voile, on se distingue de l'altérité, on se distingue de l'identité française, on se distingue du référentiel commun, et c'est également, par l'emblème même qu'il représente, une fin de non-recevoir à l'altérité, puisqu'il représente même l'interdiction pour un homme non musulman de pouvoir s'enamouracher de cette jeune femme, de pouvoir de ce fait construire une vie familiale et conjugale. Donc il signe délibérément une rupture avec notre creuset français, et pas simplement républicain, mais également une dilution dans ce que la société dite ouverte, inclusive, nous invoque justement à nous de nous comporter et nous incombe des devoirs à nous, citoyens, de pouvoir nous adapter à ce que les minorités exigent de nous. Des frères musulmans. Mais absolument, c'est un instrument absolument des frères musulmans. Il a été théorisé. Vous savez que Youssef El-Kardaoui, par exemple, ou même Hassan al-Banna, dès la naissance des frères musulmans, ça remonte au début du XXe siècle, préconise la stratégie du prosélytisme, la stratégie de conquête obsidionale, la stratégie de marquage de l'espace public pour asseoir justement ce que est et ce que doit être la Oumma, c'est-à-dire un agrandissement de la communauté. Alors je vais vous montrer une image, puisque l'actualité résonne avec ce long format. Hier, vous savez qu'il y a eu le fameux match PSG-Aston Villa à Birmingham, en Angleterre. Et il y a toujours des enfants qui accompagnent les joueurs sur le terrain. Regardez cette image, il y a une petite fille qui accompagnait donc l'un des joueurs et qui était voilée. Vous la voyez, cette petite fille, elle est toute petite. Vous imaginez l'âge qu'elle a ? 4, 5, 6 ans maximum. Et ça a fait réagir Laurent Wauquiez, patron du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui a dit « Voilà tout ce que nous ne voulons pas en France. Une petite fille qui porte le voile islamique pour l'entrée des joueurs, voilà ce que nous ne voulons pas pour nos enfants. » Driss Ghali. Parce que... Poser des modes. Écoutez leur témoignage. Nous avons interrogé certaines d'entre elles sur les raisons de leur choix. Aucune n'a souhaité montrer son visage à la caméra. Se préserver, bon, et c'est une obligation du coup de mon Dieu. Ce qui est à moi, mon corps m'appartient, ça veut dire que je décide de le montrer ou non. Donc voilà, c'est vraiment mes choix. Selon cette autre jeune étudiante en faculté de lettres, que nous appellerons Saba, être un peu irrespectueux avec elle, à vouloir peut-être les draguer, à avoir des gestes un peu offensants avec elle, plutôt qu'avec moi, parce qu'avec moi, il y avait comme un signe de... Voilà, on... Bon, Rachel, vous, est-ce que le voile, en tant que femme, vous choque, le port du voile ? Oui, ça me choque. Ça me choque d'autant plus que d'un point de vue même philosophique ou psychologique, je trouve très étrange qu'on puisse montrer la pudeur. C'est-à-dire que c'est tout à fait paradoxal. Après, ça me choque parce que c'est à rebours de tout ce que ce pays, la France, a pu nous apprendre. C'est à l'inverse de notre devise, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, puisque ça sépare. C'est un message aujourd'hui politique. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui d'apartheid et de colonisation, mais c'est un apartheid. C'est une séparation, c'est une colonisation du corps des femmes. Quand vous voyez cette petite fille... Et quand je vois cette petite fille, c'est-à-dire qu'en réalité, je crois que cet islam politique ne veut pas cacher le corps des femmes.
ou des petites filles, c'est que très tôt, l'islam politique veut montrer que cette petite fille est musulmane, que cette femme est musulmane. Et donc, faire sortir de la citoyenneté les musulmanes. Donc oui, ça me choque, surtout au nom de la liberté. Bon, Adela, vous-même, vous avez quitté la religion musulmane il y a 8 ans de cela. Vous étiez voilée, vous ne l'êtes plus, vous n'êtes même plus musulmane, vous êtes ce qu'on appelle une apostat. Et on verra dans un instant la sénatrice LR, Valérie Boyer, qui appelle à vous protéger parce que vous êtes victime de menaces, vous et d'autres apostats. Pourquoi avoir quitté l'islam? Pourquoi avoir quitté votre voile? Alors, j'ai été musulmane par tradition, c'est-à-dire je pratiquais ce qui me semblait l'islam, le ramadan, la prière, les piliers de l'islam. Mais le vrai islam, c'est une prescription religieuse stricte. C'est l'application des textes, par exemple, en tant que femme, ce que nous a ordonné le Dieu, y compris pour la tenue. Donc, je me suis mise à vouloir mieux pratiquer ma religion, contrairement à ce qu'on m'avait appris. Et c'est là où j'ai découvert une autre vision de la religion que j'ignorais, même si j'ai passé toute ma vie à apprendre et à penser connaître la religion, mais c'est en connaissant les textes, surtout leur contexte, que j'ai quitté l'islam. Ce n'est pas l'inverse. Et est-ce que vous recevez beaucoup de menaces aujourd'hui parce que vous avez quitté l'islam, vous avez quitté votre voile, et on a vu dans le long format que vous étiez menacé? Parce qu'il y a une séquence dans le long format où vous embrassez le drapeau français, vous échangez sur les réseaux sociaux avec des internautes avec un drapeau français sur les épaules. Et en conséquence de cela, vous avez énormément de menaces. Oui, alors j'ai énormément d'invectives et de menaces parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec ce que je fais. Pour eux, le fait d'avoir quitté la religion, je devrais m'en arrêter là. Mais pour moi, c'est un combat que je mène. Et de la même manière que je pense avoir été... je me suis fait avoir justement par une religion que je ne connaissais pas. Pour moi, parler librement, sans sacraliser les textes et enlever le tabou autour des textes surtout, parce que j'entends plusieurs discours où on parle de toutes les problématiques autour du voile, mais on ne parle jamais de l'origine. Qu'est-ce qui a poussé à ce que ces femmes renoncent à leurs droits et à leur liberté? Il n'y a pas que le voile qui est problématique, c'est aussi la pratique. Et pour moi, c'est évident, il faudrait qu'on discute des textes sans tabou, et ça déplaît. Et il y a ce phénomène de dissonance. Donc, ils pensent que moi, je suis en train de modifier, de dire n'importe quoi sur la religion, et en plus, ils sont associés à leur religion. Donc, les réponses, elles sont très violentes. Vous-même, quand vous étiez voilée, on vous forçait à être voilée ou pas du tout? C'était un choix. Comment vous en êtes venu à quitter le voile? Alors, mes parents, ils sont tolérants, donc au contraire, ils étaient même contre le port du voile. Mais on ne force pas à porter le voile uniquement par l'éducation ou psychologiquement. C'est qu'avec le conditionnement et l'endoctrinement qui s'est fait. Et moi, c'était à l'époque, il y avait du prosélytisme au lycée. Donc, on m'a donné des livres pour me dire que j'étais égarée et que c'est comme ça l'islam et c'est comme ça qu'il faut le pratiquer. Et d'ailleurs, c'est la vérité. Et donc, il y a tout ce conditionnement, plus la société, plus... la culture, plus les parents, plus la foi, parce qu'il y a un espèce de... on va dire, il y a la culpabilité, mais un attachement à la religion qui se déclenche, et donc on a envie de le pratiquer. Donc c'est plus compliqué que dire... Mais vous êtes plus heureuse aujourd'hui sans voile qu'à l'époque où vous étiez voilée? Ah bah oui, mais à l'époque quand j'étais voilée, je pensais que j'étais plus heureuse. Donc aujourd'hui, j'ai pris conscience que non, c'est un faux... bonheur, c'est une fausse liberté, c'est un choix obligatoire, il ne peut pas être un choix, mais aujourd'hui, je sais ce que c'est vraiment la liberté. Et, ouais. Donc il y a Valérie Boyer qui a fait, sénatrice LR, une longue lettre aujourd'hui pour dire que selon le Centre européen pour le droit et la justice, une écrasante majorité de personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme subit une persécution
familiale et communautaire. Selon leur rapport, une écrasante majorité de personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme donc subit cette persécution. Donc elle appelle à vous protéger tout simplement. Elle appelle à ce qu'on s'occupe des apostats qui quittent l'islam et qui le vivent, qui ont des difficultés et qui subissent des menaces comme vous, Adela. Oui, Sabrina. Oui, je voudrais faire 2 remarques sur le témoignage absolument courageux d'Alexa. Et ils sont nombreux, mais malheureusement peu visibles, à pouvoir s'exprimer librement aujourd'hui en tant qu'apostat. Ça, déjà, je pense qu'il faut saluer son courage. Et j'ai 2 remarques sur ce qu'elle vient de dire. La première, je pense qu'il faut que les téléspectateurs comprennent à travers votre témoignage, il me semble que l'islam, c'est la Oumma. Et dans la Oumma, il n'y a pas de place pour la construction politique de la citoyenneté. Il n'y a pas de place pour l'absorption de l'individualité ou l'expression de son individualité. Il n'y a pas de place pour l'expression de sa singularité. Comme dans toute forme d'ailleurs de totalitarisme, le sujet n'existe pas. Et comme il n'existe pas, le je n'existe pas, il existe de facto qu'à travers le regard des autres. Et ce qui se passe dans les quartiers où l'islam est très prédominant ou même dominant culturellement, c'est qu'il y a une forme de coercition invisible et visible sur celles qui décident de ne pas le porter. Le problème, c'est que comme le voile est le marqueur de l'enchère ou de la surenchère de l'honorabilité de la femme, parce que c'est la femme qui est la garante de la transmission, perpétuation de l'islam, à travers ce fameux triptyque pudeur, discrétion, virginité, eh bien celle qui décide de le retirer dans un quartier, c'est toute la pression clanique familiale et communautaire qui s'exerce sur elle, parce qu'elle ne peut pas exister en tant que française, citoyenne française. Il faut vraiment que le téléspectateur calibre ce que je dis, parce que c'est très important. Maintenant, on a compris ce que chacun pensait du voile. Je veux qu'on passe au débat politique, parce que c'est devenu... Pourquoi on a fait ce long format? Il y a quelques semaines, c'était un débat politique, un débat même entre sportifs, oui. Pour ou contre l'interdiction du voile dans les compétitions sportives. Bon, donc il y a eu plein de réactions. On va écouter Bruno Retailleau et je vais vous demander maintenant s'il faut interdire le voile dans les compétitions sportives, l'université, on a commencé à en parler, sorties scolaires, etc. Bruno Retailleau. Le voile est un marqueur. Ce n'est pas un bout de tissu, c'est un étendard d'un islamisme politique qui se déploie aujourd'hui en France avec un agenda pour faire basculer la société française dans la charia. Et pour moi, le voile n'est pas un marqueur de liberté. C'est simplement le marqueur de l'infériorisation du statut de la femme par rapport à l'homme. Bon, est-ce qu'il faut interdire le voile à l'université Rachel lors des sorties scolaires pour les mères accompagnatrices dans les compétitions sportives? Je rappelle que la loi, c'est les compétitions sportives. Donc, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, vous pouvez être voilé pendant les entraînements. Le samedi, le jour de la compétition, il faut le retirer. Non, mais ça, c'est ridicule. Moi, j'aimerais bien un petit peu de courage et de cohérence par rapport à cette question-là. Mais malheureusement, je trouve que les leaders politiques de tous les partis, parce qu'il ne s'agit pas là de partis politiques, hein. On est bien au-dessus de ça. Il s'agit des piliers de notre citoyenneté. Et en réalité, on se laisse intimider, disqualifier, et avec ce mot islamophobie, dès que l'on parle du voile. Moi, je considère qu'à partir du moment où on est dans un lieu d'éducation, de connaissance, d'émancipation, qui fait que nos petits ou nos jeunes sont là pour s'émanciper en termes intellectuels ou sportifs, il n'y a pas de question de voile dans ces lieux-là. Donc que ce soit à l'école, à l'université, dans les entraînements comme dans les compétitions, il n'y a pas de voile. On va continuer à débattre. On a fait donc la première partie, vous compreniez bien, c'était sur que représente le voile pour vous, le témoignage d'Adela. Maintenant, on va s'ouvrir la partie politique. Et moi, j'aime bien la télévision parce qu'il y a quand même un peu de mémoire. Et on va entendre ce que disait Jean-Luc Mélenchon, du voile, de la burqa. Et je vais vous demander, exactement, chez Laurent Ruquier, et je vais vous demander... Pourquoi il a changé d'avis, Jean-Luc Mélenchon? Par populisme. Voilà. Merci beaucoup, Adela, d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Évidemment, vous êtes menacée, vous êtes la cible d'attaques insupportables, donc on vous apporte tout notre soutien. Et je rappelle l'appel de cette sénatrice LR à vous protéger, pour l'appel envers notamment le ministre de l'Intérieur, pour que les apostats, ceux qui quittent l'islam, ne risquent évidemment rien en matière sécuritaire. On quitte la religion qu'on veut, on adhère à la religion qu'on veut. Et évidemment, ça ne doit pas être un danger pour notre vie. Merci Adela d'avoir été sur notre plateau. Le débat sur le voile se poursuit, débat politique. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon a changé d'avis? Tiens, on va en parler dans un instant.
De retour pour ce débat consacré donc au voile, la France face au voile. Vous avez suivi le long format sur CNews et puis on a commencé le débat. On arrive au débat désormais plus politique puisque ça l'a été. Il y a quelques semaines, le port du voile dans les compétitions sportives était au cœur du débat politique. Je salue Nathan Dever qui nous a rejoint. Bonsoir Nathan. Donc Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon, ce qui est bien avec la télé, c'est qu'il y a un peu de mémoire. On n'est pas couché il y a quelques années. Écoutez ce que Jean-Luc Mélenchon disait du voile et de la burqa. Moi, je considère que c'est un traitement dégradant, primo. Secondo, je considère que c'est une provocation d'un certain nombre de milieux intégristes contre la République. Et par conséquent, la République a gagné, elle va gagner encore une fois. Ça sera interdit. Et on le fera non seulement pour empêcher une absurdité qui consiste à accepter l'idée qu'une femme considère qu'elle est un enjeu, un gibier, qu'un homme ne peut la regarder qu'avec un œil de prédateur, première chose. Et deuxièmement, parce que c'est obscène cette histoire de burqa, ça part de l'idée que les hommes ne sont que des prédateurs. Et deuxième idée, c'est qu'on donnera un signal au monde entier et aux femmes du monde entier qui se battent contre cette histoire-là. Par conséquent, on interdira. Et peu me chaud qui propose l'interdiction. Il faut le réécouter pour y croire, Éric Tegner. Le virage idéologique à 180 degrés de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il disait de la burqa, ce qu'il disait du voile. Pourquoi il a changé d'avis, Jean-Luc Mélenchon ? Oui, mais c'est ça la force de l'islam conquérant. Parce que l'islam conquérant, c'est la masse, c'est la démographie, c'est la natalité. Vous verrez, d'ici une quinzaine d'années, on aura des dirigeants de centre droit, je pense par exemple à Édouard Philippe, qui était quand même le bras droit d'Alain Juppé, qui vont dire la même chose, qui vont dire à un moment, on est dans un pays où il y a 10, 15, 20 millions de musulmans, il faut s'adapter, il faut mettre en place des accommodements raisonnables. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas penser cette question du voile ou cette question de l'islam sans prendre en compte la question démographique et la question migratoire. Naïm Messenji. Oui, en fait, pour comprendre le changement de discours de Jean-Luc Mélenchon, il faut savoir que la France insoumise a été gangrénée par ce qu'on appelle les décoloniaux, par ce qu'on appelle les intersectionnels. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon avait un discours universaliste, un vrai discours de gauche. Et moi, je dis souvent que là, on a assisté au plus incroyable retournement de veste de l'histoire de la Ve République. On n'a jamais vu quelqu'un de gauche virer comme ça et tenir des discours qui sont réactionnaires et conservateurs quand il s'agit du voile et des musulmanes et de l'islamisme. Et parfois, il dit, ces dernières années, ces derniers mois, il a tenu des propos qui sont directement tirés du discours des intersectionnels. Il a été influencé par des courants au sein de LFI qui sont menés par Daniel Obono notamment et par d'autres qui considèrent que les islamistes ce sont de simples musulmans incompris et que le voile est une pratique religieuse qu'il faut défendre et que le voile n'est pas si sexiste que ça et que les frères musulmans ne sont pas si méchants que ça. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon s'est laissé imprégner de ces discours, ce qui explique cette évolution tout au long de ces années, jusqu'à ce qu'il prononce les discours qu'on a entendus depuis pas mal de temps. Il est dingue ce revirement, Nathan. Et c'est pas de... Si Jean-Luc Mélenchon devait répondre à Jean-Luc Mélenchon, on pourrait les faire débattre ensemble. On pourrait les faire débattre ensemble et de Jean-Luc Mélenchon. C'est je pense que Jean-Luc Mélenchon d'abord a un sens politique extrêmement aiguisé. Faisant que ça ne m'étonne pas tellement qu'il y ait pu y avoir une sorte de palinodie complète de sa part. Je ne suis pas sûr que sa sincérité soit très forte. Mais en tout cas, dans les deux cas, il est passé d'une position non pas de quelqu'un qui défend la laïcité, mais un peu un côté laïcard. Quelqu'un qui était dans une gauche extrêmement, vous avez dit universaliste, mais surtout, je pense, anticlérical, avec même une forme de haine ou en tout cas de mépris vis-à-vis du fait religieux en général et l'islam en particulier. Enfin, pas spécifiquement l'islam. Il est passé de ça à aujourd'hui une position de complaisance vis-à-vis de l'islamisme. Aussi bien dans le monde entier, à l'échelle géopolitique. On se souvient des tweets de la France Insoumise et du communiqué de la France Insoumise le jour du 7 octobre. On ne va pas faire la liste de toutes les phrases complaisantes qui ont pu être dites ou bien par Jean-Luc Mélenchon ou bien par des gens de son entourage sur l'islamisme et aussi en France. Je crois que dans les deux cas, vous avez des positions... Je ne les mets pas à égalité, parce qu'il y en a une qui est plus grave. Être complaisant vis-à-vis des massacres, c'est extrêmement grave. Mais en tout cas, deux positions qui manquent de nuances vis-à-vis de la complexité, vis-à-vis évidemment aussi de la dangerosité du fanatisme, mais de la complexité du fait religieux. Et je pense que l'anticléricalisme un peu aveugle, un peu massif qu'il exprimait dans l'émission, dans l'archive que vous avez retrouvé, manquait aussi de nuances sur ce que veut dire le fait religieux. Juste une incise, Nathan, puisque vous fréquentez souvent les universités.
Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du voile à l'université? Non, à l'interdiction, non. Pourquoi? D'abord, je constate qu'il n'y a jamais le moindre sujet à ce propos, qu'il y a même souvent des étudiantes, c'est très intéressant, qui, au cours de l'année, peuvent retirer le voile. Je crois que l'interdiction, premièrement, est contre-productive. Ah ben on voit ça. Hein. Elle est le port du voile, il progresse de 53% ces 10 dernières années. Oui. Donc je vois pas dans quel moment on est sur une mesure... Ah bah écoutez, j'ai les chiffres, puisque pour illustrer le débat, depuis 2009, c'était les chiffres dans le documentaire de Guillaume Janton, depuis 2009, le port du voile chez les musulmanes de 18 à 49 ans a considérablement augmenté, relève une enquête de l'INADINSEE, une pratique qui est passée de 18 à 26% en l'espace de 10 ans. Alors ça, c'est dû notamment au prosélytisme des islamistes, notamment salafistes et frères musulmans. Sur les réseaux sociaux, les islamistes sont très rétrogrades dans leur mentalité, par contre, ils adorent les nouvelles technologies. Donc quand il y a eu les cassettes vidéo, c'était les cassettes vidéo sur les marchés, les chaînes satellitaires. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait que le nombre de femmes voilées augmente, ça illustre l'efficacité du prosélytisme de l'intégrisme musulman. Éric, vous vouliez répondre à Nathan? Oui, parce que moi je trouve ça très intéressant ce que dit Nathan, parce qu'on fait un focus sur Jean-Luc Mélenchon. Mais je le disais tout à l'heure, dans le fond, qu'est-ce qui vous différencie de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? À part un beau débat entre laïcards, universitaires, et commencer à essayer de développer sur, dans le fond, les lumières qu'il y aurait dans l'islam. À un moment, la question, elle est politique. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre le voile ? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une véritable alliance entre une partie du centre droit, ou de ceux que vous incarnez, et Jean-Luc Mélenchon. Lui, juste, il le dit peut-être avec plus de radicalité, mais au bout du compte, c'est la même chose. Au bout du compte, vous laissez prospérer le voile. Vous leur donnez des armes contre nous. C'est quand même ça, parce que je ne vois pas aujourd'hui, très concrètement, en termes de propositions, ce qui vous différencie. Alors, déjà, premièrement, sur la méthode. Je pense que d'ailleurs, vous seriez d'accord dans d'autres contextes sur ce que je vais dire. L'interdiction, souvent, est contre-productive. En matière de liberté d'expression, en matière de couper le sifflet à un tel. On a parlé récemment de l'interdiction d'une chaîne de télévision. Vous n'allez quand même pas me mettre à faire un parallèle entre l'interdiction de C8 et l'interdiction du voile à l'université. Mais là, on n'est pas un pays. Hein. Le voile, ça fait pas partie de notre histoire. On peut avoir des désaccords avec des propos, des opinions, avec des pratiques, et estimer que la méthode de l'interdiction, d'un point de vue purement factuel, va braquer les gens. Va pas créer du lien, va pas créer une possibilité de faire changer autrui, mais va le braquer sur ce qu'il a de propre. Je crois, premièrement, que sur le voile, il y a aussi cet effet-là. Deuxièmement, il me semble que quand on met le zoom sur le signe extérieur de religiosité qu'est le voile, on ne regarde pas le fait que l'islamisme est avant tout une affaire d'idées. Les islamistes ont des idées, ont une vision du monde qui est en l'occurrence morbide, qui est totalitaire, qui est fasciste dans beaucoup de cas aussi, et c'est ça qu'il faut combattre avant. Nathan, il y a un problème, et dans le débat à chaque fois il y a un problème, c'est que vous ne comprenez pas la religion. La religion, c'est pas qu'une histoire d'idées, c'est une histoire de connaissances. Non, mais je vais vous dire, moi je pense que le problème, effectivement, des laïcards depuis 40 ans, c'est que ces gens pensent l'islam sans avoir la foi, donc sans la comprendre. Moi, je suis chrétien, je pense qu'en fait, quand vous croyez en Dieu, vous y croyez radicalement. L'islam modéré n'existe pas. Un musulman modéré, ça peut en effet exister. Donc la question de fond, c'est quoi ? C'est est-ce que l'islam aujourd'hui est compatible avec la République ? C'est ça la question. Et le reste des débats, en fait, c'est croire que d'un coup, les lumières vont éclairer tout cela, etc. Non. Et donc aujourd'hui, il faut envoyer un message. Et ce message, c'est quoi ? C'est vous pouvez tout à fait être un musulman en France, mais il y a des choix à faire. Si vous n'êtes pas capable d'enlever le voile, c'est que, dans le fond, vous n'êtes pas capable de vous adapter à la République. Et moi, contrairement à vous, je pense que ces musulmans modérés qui existent, ils seraient prêts à dire « Ok, j'enlève le voile ». Et c'est vous qui ne faites pas confiance en eux. C'est vous qui faites l'amalgame, justement, dans ce genre de choses. Parce que aujourd'hui, l'islam peut se pratiquer sans le port du voile. Je vous trouve formidable parce que... Qui existent et qui sont même majoritaires. Parce que, puisque la pratique du voile est passée de 18 à 26%, vous avez 70% des femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Donc, oui. Voilà. Mais alors, si je peux et dans les 26%, vous avez évidemment une majorité de femmes voilées qui pratiquent l'islam très tranquillement. Bien sûr. Si je peux juste, ce que je trouve formidable, souvent quand nous débattons, vous avez des certitudes catégoriques sur moi qui me font un peu rire, que je comprenne pas la religion. Vous me connaissez pas. C'est vous qui avez commencé par dire que vous étiez. Mais moi, je dis jamais de certitude sur vous. Non, mais au-delà des. Non, mais il se fait que. Parce que. Non, mais Nathan, juste pour relancer le débat. Nous avons vu, le voile gagne du terrain. Oui. Bon, c'est factuel, oui. C'est chiffré, c'est l'INSEE. Derrière le voile, c'est le débat qu'on a commencé à avoir, il y a les frères musulmans qui ont la volonté de cacher de plus en plus le corps des femmes. Bien sûr. C'est purement factuel. Donc qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là ? Puisque le voile gagne du terrain et que derrière vous avez les frères musulmans. C'est ce que dénonce Bruno Retailleau. Est-ce que vous dites, bon bah écoutez, il n'y en aura plus dans le sport, il n'y en aura plus à l'université, il n'y en aura plus lors des sorties scolaires. C'est une manière de freiner la progression du voile et donc de l'entrisme des frères musulmans qui utilisent cela pour cacher les femmes.
Voilà. Pour vous répondre très clairement, je pense que d'abord, l'entrisme des frères Et puis, il faut que la parole musulmans, circule. il est avant tout idéologique. Il se fait, pour parler de compréhension de la religion, qu'une des grandes différences entre le christianisme, en particulier le catholicisme et l'islam, c'est que l'islam est une religion d'orthopraxie. C'est-à-dire le rapport à Dieu passe non pas tellement par la charité, par l'amour, par la foi, mais par le respect de la loi. Cette loi, elle est posée. La loi, mais on peut la elle est changer. Hein. Justement. Parce que la loi de 2004, elle n'existait pas en 2003. Justement, l'historicité des religions évolue. Qui interdit et la loi, elle est interprétable. En tout cas, elle devrait l'être. On se transpose. On a le même âge en 2003. On est sur un plateau de télé. On débat après Creil, après tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut interdire les signes religieux dans les écoles ? La loi de Chirac. Je suis sûr que sur le plateau, vous me dites, bah non, il ne faut pas interdire le voile dans l'école. Vous me dites non. Moi, j'aurais pas été favorable Voilà. à Voilà, on une y est. application On y est. rigoriste Donc vous êtes pour le voile. de la loi de 1905. Donc vous êtes pour le voile à l'école, en primaire, Non, au CP, en CE1, en CE2. Les signes religieux, c'était pas que le voile, hein, c'était les signes de toutes les Bien religions. sûr. Et On interdit tout signe religieux à l'université. je pense qu'il y a beaucoup de gens de Lors des toutes les sorties religions scolaires. qui se sont dit à ce moment-là, est-ce que c'est utile que dans l'espace éducatif, on fasse abstraction Il y avait du moins fait de que les gens voiles puissent avoir des qu'aujourd'hui. croyances. Aujourd'hui, il y en a plus. On se pose la question pour l'université, le sport, les sorties scolaires. Mais au moins, vous avez... Moi, c'est ce que j'aime bien avec vous. Vous êtes cohérent intellectuellement. Vous avez la cohérence de me reconnaître qu'en 2003, on serait sur un plateau de télé. Vous seriez contre la loi de Chirac qui interdit... Je pense que j'aurais eu des grosses réserves. Voilà. Je pense. Voilà. Et même en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon de l'époque. C'est possible. Oui. C'est vrai que l'interdiction partout, c'est ridicule et irréalisable. Non, mais c'est sur pour ça qu'on fixe des choses précises. On peut en discuter. Moi, je vous rejoins, je ne suis pas forcément pour. La loi de 2004, je suis farouchement pour. L'interdiction pour les accompagnatrices en sortie scolaire aussi, parce qu'il faut protéger aussi pas le les cas enfants aujourd'hui, hein. et la construction de leur liberté de conscience. Aujourd'hui, les Maintenant, accompagnatrices scolaires peuvent être volées. l'interdiction, la loi, quand on interdit quelque chose, ça doit aussi avoir une portée pédagogique. C'est pas juste pour envoyer un message, ça sert à rien et ça braque les gens. Et il y a la notion de martyr aussi qui existe. Par contre, si on laisse l'autorisation du port du voile, et c'est ce que je souhaite, notamment dans l'espace public, mais que par contre, on favorise la critique de cette religion, par contre, qu'on puisse ne pas interdire ce qu'on appelle l'islamophobie. Il ne faut pas oublier que la France Insoumise a créé une commission pour lutter contre l'islamophobie, c'est-à-dire le rétablissement du délit de blasphème spécifique à cette religion. Ça veut dire qu'on parlait des apostats tout à l'heure, ça veut dire que les critiques de l'islam qu'ils font sur les réseaux sociaux, si la France Insoumise pouvait décider, ça deviendrait un délit. Alors, donc c'est pour ça qu'elle puisse porter le voile dans l'espace public. Par contre, on a le droit et qu'on puisse nous aussi, critiquer ce port du voile pour que chacun puisse avoir toutes les informations on va en parler. et en débattre. On va en et parler. Chacun puisse décider par lui-même. Sabrina, oui. Rachel, puisque vous parlez de la France Insoumise, puisque je rappelle que l'accusation d'islamophobie tue, et la rédaction de Charlie Hebdo qui en sait quelque chose. L'accusation d'islamophobie vous met une cible dans le dos et vous prenez le risque que la personne qui est cette cible dans le dos se retrouve en grave danger. Vous avez été vous-même accusé. Eh bien, je vais vous dire, quand on a annoncé le long format de ce soir sur le voile, Ercilia Soudet, la fameuse, a fait un tweet pour nous accuser d'islamophobie. Oui. C'est toujours pareil. C'est pour empêcher le débat, faire de vous une cible et vous mettre en danger, Sabrina. Oui, c'est absolument. L'accusation d'islamophobie, elle est fallacieuse et c'est ce qu'appelle Florence Bergeau-Blaclair un djihad défensif. L'islamophobie, c'est un dispositif frériste utilisé justement à des fins d'une part de victimisation et d'autre part de mise en danger ou de condamnation sociale ou voire même physique, parce que critiquer l'islam aujourd'hui peut vous tuer. Littéralement. Moi, je voudrais juste dire quelque chose au sujet de ce que j'ai entendu. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans sa stratégie communautaire, il ne l'a pas inventé, sa stratégie communautaire. Ça fait 40 ans que la politique de la ville a agrégé l'islamisation de certains quartiers à travers la ghettoisation. Ça fait 40 ans que la politique de la ville a créé ces ghettos, a fait entrer les frères. On se souvient déjà à l'époque, quand les parents, parce que moi j'en parle légitimement, je suis fille d'immigrés algériens. Et mes parents sont arrivés par la voie du regroupement familial dans les années 70-80. Il y a eu une évolution sociologique et générationnelle. À l'époque, c'était ce qu'on appelait l'islam des darons, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents qui venaient, la maman avec un petit foulard traditionnel,
traditionnelle, qui cherchait pas à faire du prosélytisme, qui ne faisait pas l'objet d'un contrôle social par les voisines et donc de sanctions sociales par les voisines, par les voisins, etc. Ensuite, il y a eu l'islam dit des blédards parce que sous Gaston Defferre, sous Charles Pasqua, non mais c'est théorisé comme ça par Gilles Kepel, hein. Sous Gaston Defferre, Pasqua, on a délégué aux pays étrangers, et ça c'est une très grave erreur, au Maroc, à la Turquie, à l'Algérie, la gestion de l'islam en France. Et aujourd'hui, on a affaire à un islam de 3e génération, tiktokisé, qui est dans une forme de retraditionnalisation, parce que pour exister en tant que sujet citoyen musulman, il faut afficher une sorte de surmusulmanité. C'est ça aujourd'hui la réalité de l'évolution sociologique et générationnelle de cet islam. Mais cet islam, il s'est fossilisé dans les quartiers. Et le problème de la politique de la ville, le problème de ces leaders, de cette alliance entre les élus et les leaders communautaires, c'est que ces normes socioculturelles, elles se fossilisent dans les quartiers, mais elles deviennent des pratiques non négociables. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, une femme qui porte le voile dans un quartier, qui décide de le retirer, elle encourt le risque justement d'une mauvaise réputation. Et une mauvaise réputation dans un quartier, c'est un risque de viol. Je vous invite à lire le livre de Laure Dossi sur ce sujet. Puisque le voile augmente, évidemment, il y a des boutiques qui ouvrent pour les femmes voilées. Et qu'il faut parfois des campagnes de communication contre, narguant la France, narguant même le gouvernement français. Regardez cet extrait du long format. Ce samedi après-midi à Paris, des dizaines de jeunes femmes voilées font la queue devant cette boutique éphémère de vêtements islamiques. Pour annoncer son arrivée en France, la marque de mode islamique Merachi a mis en ligne une publicité choc sur les réseaux sociaux. La tour Eiffel y apparaît recouverte d'une abaya et d'un voile. Par-dessus l'image, une phrase en anglais. Le gouvernement français déteste l'idée de voir arriver Merachi. À l'intérieur du magasin, un large choix de voiles, abaya ou encore kimar que les jeunes clientes s'arrachent. Et pour cause, la part des femmes musulmanes qui portent le voile islamique en France a augmenté de moitié en seulement une décennie. Elles étaient 18% en 2009 contre 26% en 2020. Et donc récemment, le débat, c'était sur le port du voile dans les compétitions sportives. Et Jean-François Copé, l'autre jour, a dit sur CNews, ça sert à rien. C'est terminé, c'est trop tard, etc. Rentrez chez vous, ça ne sert à rien. Écoutez Jean-François Copé. Je comprends, vous avez interdit la burqa, très bien. Vous n'interdirez pas le voile dans la rue, je l'entends. Est-ce que par ailleurs, pour vous, la présence massive du voile dans la rue, c'est un problème en France? À partir du moment où on l'a laissé faire, Est-ce que c'est un signe de non-intégration? Mais c'est pas que c'est un signe de non-intégration, c'est que c'est un fait aujourd'hui qui est tellement banalisé que c'est trop tard. Il fallait poser cette question peut-être il y a 25 ans. Mais aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. C'est Jordan Bardella qui a avancé la question qu'à terme, il faudrait effectivement supprimer le... Oui, à terme. On voit bien qu'il n'a jamais été maire. Et c'est bien facile de dire ça devant un micro. Il va envoyer les carabiniers pour arracher les voiles. Faut pas dire n'importe quoi non plus. Tout ce qui nous dérange, j'entends. Mais est-ce que le voile, à grande échelle, vous dérange? Mais je me pose même plus cette question. Je vous la pose. Je vous réponds. Cette question n'a plus de sens aujourd'hui. Éric Tegner, ça n'a plus de sens. Je ne peux plus supporter ces discours. Je n'en peux plus. Il y a 25 ans, il était où? Il y a 25 ans, quand des gens tenaient ce type de discours en disant attention, ils disaient c'est du complotisme, c'est de la xénophobie, c'est de l'islamophobie. Si lui, en tant que maire, c'est-à-dire en tant que personne sur le terrain, si ça lui permet de voir les choses, pourquoi s'il les a vues, il n'en a pas parlé? Il y a un mot pour ça, c'est l'islamo-droitard. C'est-à-dire qu'il va en permanence, on a parlé des islamo-gauchistes, il y a l'islamo-droitardisme, c'est une réalité, ça veut dire énormément de maires, on les a vus pendant le ramadan, qui vont effectivement se rendre dans les mosquées, qui ont besoin de communautés, je pense à la communauté turque, dont une grande partie des mosquées quand même sont directement liées au ministère des Affaires étrangères d'Erdogan, qui appelle à des ingérences étrangères sur le territoire français, et ça on n'en parle jamais, et ça c'est un énorme problème. S'il devait y avoir des commissions d'enquête, Gauthier, ça devrait être sur ce genre de mairie, ça devrait être sur ce genre d'élus, parce que c'est de leur faute, c'est ça le problème. Et donc oui, lorsqu'on dit aujourd'hui il faut interdire le port du voile dans l'espace public, c'est pourquoi? Parce que dans 15 ans, je ne veux pas être sur un plateau de télévision où j'aurai en face de moi quelqu'un qui me dira il fallait dire cela il y a 15 ans. Parce que c'est maintenant qu'il faut le dire, parce qu'on peut encore changer les choses, justement. Alors, et à chaque fois, c'est toujours le même débat. Justement, je vous donne la parole dans un instant. Je sais que Driss Ghali voulait réagir, Rachel aussi, puisqu'on est sur le bilan des politiques. Tout commence à Creil.
3 élèves se présentent voilés et veulent entrer dans l'établissement de Creil. Et le directeur d'établissement, il était d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça dans l'ordre des pro, parce qu'il dit non. Et il dit c'est un non, non. Et il n'est pas soutenu. Et il n'est pas soutenu par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque qui s'appelle Lionel Jospin. Lionel Jospin. Écoutez Lionel Jospin, ce qu'il disait du voile à l'école en 89. S'ils se produisent comme se sont produits des cas de blocage, c'est-à-dire d'enfants qui vont à l'école, notamment avec un foulard sur la tête, je préconise que les directeurs d'établissement et les enseignants disent à ces enfants et à leurs parents qu'ils ne doivent pas venir à l'école dans ces conditions. S'il y a blocage et s'il y a refus, je dis alors l'école doit accepter et accueillir ces enfants. Voilà, l'école doit accepter et accueillir ses enfants. Donc, il balance la patate chaude au directeur d'établissement. Débrouillez-vous, c'est ce qui se passait pour les abayas jusqu'à la circulaire de Gabriel Attal. Débrouillez-vous, je m'en lave les mains. Et là, il s'accommode de cela. L'école doit accueillir les enfants voilés. Driss Ghali, voilà ce que disait en 89 Lionel Jospin. C'est bien parce que la paternité de la situation actuelle est largement due à la gauche, à la droite qui s'est démantelée, autodémantelée, et à notre patronat qui a bien voulu des travailleurs captifs. C'est ça les trois coupables, à mon humble avis, et à notre Église catholique et romaine qui a oublié que nous étions une terre chrétienne. Parce que quand même, à ce niveau-là, on n'est plus dans l'accueil. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense que ces gens-là, l'histoire aussi, vont dynamiter la République. On a mis au cœur de la République l'islam qui est une hyperpuissance. C'est un volcan. En Indonésie, le volcan, il donne la fertilité de la terre. Je suis musulman, je le sais, je peux le dire. Je pense que nous sommes beaucoup de musulmans qui regardent CNews aujourd'hui qui peuvent se reconnaître dans ce que je dis. L'islam n'est pas entièrement l'ennemi de la France. C'est un rival stratégique de notre civilisation. Mais il a un côté extraordinaire. Il a un côté très détestable. Évidemment, on est d'accord. Il est là. Et nous n'avons pas les méthodes démocratiques pour régler ce problème-là. Ça va péter, la République va péter, nous allons passer à un système, bien sûr il y aura beaucoup de violence, parce qu'avec cette classe politique que tu as pointée, évidemment ils ne feront rien, et ils vont tous se coucher, parce qu'ils ont vu Charlie Hebdo, ils ont peur de Charlie Hebdo, il y a le Qatar qui envoie de l'argent, je n'accuse personne, il y a l'effet démographique, l'islam est têtu. Il faut faire le tour de l'Europe. De Londres à Berlin, on est en terre d'islam. Bien sûr. Vous avez plusieurs terres d'islam. L'islam a franchi le cercle polaire, grâce ou à cause de ça, ça dépend de votre position. Moi, je pense que, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, il faudra péter le cadre et on entrera dans une espèce d'empire. On aura une société à deux vitesses. Vous le verrez. C'est le seul moyen de sauver ce qui peut être sauvé. La pause. Je sais que ce débat est passionnant. Il me passionne aussi. Donc, on va négocier, est-ce que je continue ou pas le débat voilà. Parce qu'il y a quand même... Il y a quoi ? Il faut le continuer. Il faut continuer le débat ? Vous êtes pour continuer le débat ? Vous êtes pour continuer le débat ? Vous êtes pour continuer le débat ? Oui. Oui. On a dit à peine la moitié. Oui, vous êtes tous pour continuer le débat. Malheureusement, votre voix ne compte pas, il n'y a que moi qui décide. On va voir ce que je fais. Mais on fait confiance. À tout de suite. Et puis, il y a quand même le reste de l'actualité. Les prisons attaquées et la France, l'Algérie, Bruno Retailleau, qui est vraiment la cible des médias pro-régime algérien. À tout de suite. De retour dans 100% politique pour cette émission consacrée au port du voile en France. Alors que vous saviez, il y a quelques semaines, il y avait un grand débat national, politique, sportif. Faut-il interdire le voile dans le sport ? Vous avez eu ce long format d'un peu plus de 25 minutes. Et puis on a commencé le débat sur le voile avec témoignage d'Adela, qui était une apostat, qui a quitté le voile et l'islam. Chacun a pu donner sa définition du voile. Faut-il l'interdire ici et là ? On a commencé à avoir le débat politique sur Jean-Luc Mélenchon, les responsabilités de ceux qui ont fermé les yeux à l'école, notamment Lionel Jospin. On était sur une archive de 1989 au moment de l'affaire de Creil il y a un instant. Alors je vous propose de revoir un extrait du documentaire d'une autre femme qui a quitté son voile. Elle s'appelle Enda. Je vous propose de voir ça. Nous poursuivons notre enquête à Rouen, où une femme nous a donné rendez-vous dans un hôtel pour des raisons de sécurité. Pendant 20 ans, Enda a porté le niqab, un voile intégral couvrant l'ensemble du visage à l'exception des yeux. Elle ne l'avait pas reporté depuis 10 ans. Je pensais que ça allait être facile, mais là, je me suis sentie étouffée. Hein. C'est un truc de fou. J'avais oublié, parce que moi, pendant des années, je le mettais tous les jours, j'avais l'habitude. Mais là,
Je supporte pas en fait, on étouffe là, on est oppressé. Là pendant 2 minutes, je me sentais mal. Hein. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer quoi. C'est un tissu, puis ça oppresse quoi. Donc voilà pour le témoignage d'Enda. Et puis c'est toujours important de parler des politiques. Il y a quelques semaines, Bruno Retailleau, donc au moment du débat que je viens de rappeler, il a dit à la tribune « à bas le voile ». On va voir les propos du ministre de l'Intérieur, des propos très forts, totalement inédits pour un ministre. Le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives. Le sport est ce lieu où l'on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et à bas le voile. Rachel. Oui, en fait, cette phrase, elle me fait penser à beaucoup de choses, notamment par rapport au féminisme aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dogmes, de libération de la parole, de MeToo, une volonté de salaires égaux, de choses très à égalité, dans une liberté. Et au fond, les personnes qui prennent la parole aujourd'hui, justement pour témoigner, on leur dit pas c'est bien que vous puissiez libérer votre parole en tant que femme, c'est bien que vous puissiez en tant que citoyenne surtout, d'exprimer ce que vous avez ressenti, cette forme d'oppression. Et puis dans les propos de Bruno Retailleau, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle, c'est le fait que le voile progresse non seulement en France, mais dans de nombreux pays d'Afrique. Mmh. Et on sait aujourd'hui que on a eu les Jeux Olympiques, c'est pour ça que ça me faisait penser en fait aux compétitions sportives avec toutes ces nations. Où la France est la seule nation qui a dit aucune femme voilée dans la délégation française. Exactement. Mais dans de nombreux pays d'Afrique, le voile n'est pas du tout quelque chose de culturel en Afrique noire. Et on voit à quel point, même au Sénégal, le voile progresse. Et donc vous, Rachel, par souci de cohérence, puisque vous dites que le voile progresse, vous êtes pour l'interdire à l'université, sortie scolaire, compétition sportive. Je suis pour l'interdire dans tous les lieux qui sont faits pour émanciper les citoyens et les citoyennes. Et quand vous entendez Nathan qui est contre l'interdiction et qui vous dit qu'en 2003, au moment du débat sur l'interdiction à l'école, il aurait sans doute été contre cette loi, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Nathan a le droit de penser ce qu'il pense, mais en tout cas, moi, en tant que femme, et en tant que... Enfin, j'essaie de transmettre ce que je peux. Quand je vois des jeunes qui sont voilées, je me dis que c'est pas forcément pour la religion qu'elles sont voilées. Oui, bien sûr. C'est pour autre chose. Et c'est en ça que ça me dérange aussi. C'est-à-dire que peut-être par mode, par provocation, par revendication d'autre chose. Nathan. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Je reconnais aussi, évidemment, qu'il y a aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays un entrisme islamiste qui passe pas pour notamment par la question du voile. Même à l'école, donc c'est compliqué. Je ne voudrais pas donner l'impression que ma position est celle d'une sorte de faiblesse ou de complaisance. Je pense juste que l'arme de l'interdiction et le fait de se focaliser sur les signes de la religion sont pas, à mon avis, les bonnes entrées dans le sujet. En revanche, je le répète, cette guerre que mène l'islamisme contre la liberté dans le monde entier, en France, dans les démocraties occidentales, nous devons la mener. Je pense qu'il y a d'autres sujets dont on ne parle pas. Vous avez parlé plusieurs reprises des financements étrangers du culte en France. Financements qui sont permis par la loi de 1905. C'est le principe du retrait de l'État des cultes. C'est pour ça qu'avec les outils de la laïcité, parfois aussi, on n'est pas dans la bonne logique. Je pense que là, il y a un sujet énorme. Quand vous avez des pays qui sont des théocraties ou qui sont des pays imprégnés d'islamisme, qui financent directement le culte, la formation des imams, les prêches des imams, et donc que ces imams vont exprimer des idées qui sont, pour beaucoup, pas forcément des appels à la violence, pas forcément des appels à la sédition ou à faire des attentats, mais même des discours qui vont être imprégnés, avec tout un camailleux, mais d'idéologie islamiste. Ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et vous voyez, je pense que c'est beaucoup plus radical comme proposition que la proposition de l'interdiction. Alors, je veux qu'on écoute aussi le témoignage de femmes qui portent le voile. On a commencé à en écouter. Dans son long format, Guillaume Janton en a interrogé d'autres que je vous propose d'écouter. Rima ne comprend pas le projet de loi interdisant le port du voile dans les compétitions sportives. Moi, honnêtement, la dernière loi qui est en train d'être discutée, là, ça me touche personnellement parce que moi, j'adore faire du sport et j'adore découvrir de nouveaux sports. Donc, j'ai essayé de faire du tir à l'arc, j'ai essayé de toucher un peu. J'aime beaucoup le basket, j'aime courir, j'aime tout ça. Et ça me pèse énormément de me dire que, limite, ça me permet de me dire est-ce que j'arrive pas à me projeter en France pendant longtemps, sachant que cette loi va passer.
parce que tout passe, tout finit par passer. Si demain on me dit que je peux pas être voilée dans la rue, ça va être très compliqué pour moi. Bah oui, clairement. Moi, j'ai la chance en fait d'être née au Maroc, donc je suis marocaine. J'ai la nationalité française, mais je sais que je peux toujours revenir. J'ai toujours une solution de repli. J'ai toujours une solution de repli, dit cette jeune femme Eric. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte le voile, qu'elle refuse de le retirer pour jouer à tel ou tel sport, pour participer à telle ou telle compétition, et que pour elle, la solution, ça serait de quitter la France. Oui, je ne pense pas qu'ils la quitteraient tous, d'ailleurs, hein, ceux qui peuvent tenir ce type de discours. Mais moi, je vais vous dire, ce qu'elle dit, je le comprends. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, qu'est-ce qu'elle fait ? 95% de son temps, elle peut porter le voile. Lorsqu'elle se rend, et pardonnez-moi, en France, on peut tenir le type de discours que je vais tenir là, et heureusement. Lorsque vous vous rendez, en ce moment, il fait beau, dans les différents parcs le week-end. Moi, j'étais le week-end dernier, dans le parc. Eh bien, désolé, je me croyais en République islamique de Mauritanie. Parce qu'il y avait absolument énormément de gens qui portaient le voile. Je suis désolé de vous dire que ça me dérange. Et j'ai le droit de le dire, même si on n'est pas d'accord. Et donc, qu'est-ce que fait cette jeune femme ? Cette jeune femme, elle est dans ce parc. Elle porte le voile et elle voit que la majorité des femmes autour d'elle le portent. Et quand elle va vouloir faire du sport, ou pour elle, justement, c'est vrai, le sport, vous êtes censé vous émanciper. Et qu'on lui dit, non, le voile, tu vas l'enlever, sinon tu ne vas pas jouer au sport. Et donc forcément, elle va nourrir de la rancœur et elle va tester le modèle parce qu'on est malhonnête envers eux. On leur fait croire justement qu'on pourrait demain être 20 millions de musulmans en France qui porteraient le voile, qu'on va leur financer des mosquées, pourquoi pas des minarets demain. Et un jour, on leur dit non, pas dans le sport, pas à l'école. Ta mère va pas pouvoir aller chercher ta jeune fille. Et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, si on n'est pas fort sur les sorties scolaires, pas la chercher. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Qu'est-ce que Nathan vous me dira tout à l'heure ? C'est que déjà, alors qu'on a du mal aujourd'hui à avoir des surveillants, vous croyez qu'on va pouvoir trouver des gens qui vont remplacer ces femmes ? Mais est-ce que ça ne vous interpelle pas quand même le discours de cette jeune femme, Nathan, qui ne se dit pas je vais retirer mon voile pour participer à telle ou telle compétition parce que j'adore le sport, mais je vais quitter la France parce que je trouve cette loi horrible. Oui, mais c'est à mon avis exactement ce que je disais, ce que vous avez décrit. C'est l'effet que l'interdiction a sur la plupart des gens. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui quittent la France parce qu'ils en ont marre d'un pays qui ne ressemble plus à la France. C'est vrai. C'est quand même un phénomène. Et ça, on n'a pas le droit d'en parler. Du Français qui est là depuis 1000 ans et qui, à un moment, décide d'aller en Hongrie et décide d'aller dans les pays de l'Est parce qu'il ne reconnaît plus certains quartiers. Mais ça vous intéresse pas. On peut parler de tous les sujets. Vous décidez à ma place de ce qui m'intéresse et de ce qui ne m'intéresse pas. En l'occurrence, ici, non mais, ce que cette femme, elle dit... Moi, je pensais quand même pas que vous me diriez que la loi de 2004 aurait pu vous poser problème en 2003 avant. C'est quand même... On parle de mineurs. Regardez, vous n'étiez pas là en première heure. Je vais vous montrer une image. Ça s'est passé à Birmingham hier. Aston Villa face au PSG. Une enfant, mais hyper jeune, toute petite, qui portait un voile, parce que vous savez, il y a les enfants qui accompagnent les joueurs de foot au moment des hymnes et de la présentation. Est-ce qu'on peut voir cette image ? Bon, s'il n'y a pas la loi et ça pose évidemment un problème. Et quand... parce qu'il n'y a pas de libre arbitre sur une toute petite fille comme ça. Absolument. Et quand Aurore Berger, aujourd'hui ministre, a l'égard de cette image. Tout à fait. Mais alors, moi sur les jeunes filles, moi le sujet c'était pour moi les signes extérieurs. C'est un signe extérieur, bien sûr, là. non, mais c'est pas Regarde, le voile en particulier dans la loi de 2004, c'est une loi un peu technique, mais juste un point. C'est hyper concret. On n'a pas de voile à l'intérieur des écoles. C'est des grandes phrases. Non, c'est pas des grandes phrases. Non, mais... C'est un pays qui ne comprend plus aujourd'hui la structuration du fait religieux. Qu'il faille combattre violemment, fermement le fanatisme. Je suis plus que d'accord avec cela. Est-ce qu'elle vous choque cette image de cette petite fille voilée ? Mais une petite fille voilée, évidemment que ça me choque. Mais vous croyez, je vais pas faire la promotion ni de la religion. Et donc c'est pour ça qu'il fallait la loi de Chirac, qui était une loi courageuse en 2004 d'interdire le port du voile à l'école. Et des signes religieux en général. La loi de 2004, c'était la loi de faire de l'école un lieu où la religion, même les pendentifs, etc., étaient... Est-ce que c'était les pendentifs qui étaient ciblés par cette loi et qui posaient problème, Nathan ? On va être sérieux ? C'était les signes religieux en tout. C'est la médaille de baptême. C'était peut-être à partir du voile, mais cette loi, elle ne portait pas sur le voile. Vous pensez qu'on a fait une loi sur les médailles de baptême ? En l'occurrence, elle portait sur les signes religieux dans leur totalité. Oui, et c'est la discussion qu'on peut avoir. Mais je reviens là-dessus. Je pense que les fanatiques, on les combat à la racine. Et la racine, en l'occurrence, ici, c'est l'interprétation du Coran. Et c'est ce combat-là, et c'est comme ça qu'il aura lieu. C'est plus à long terme, bien sûr. Déjà pour bien lutter, je vous rejoins, il faut combattre à la racine. Par contre, pour les signes, s'attarder sur les signes, que disent les islamistes ? Ils disent que certains sont contre de voiler les toutes petites filles, il faut attendre la puberté. C'est toujours une notion de sexe, de sexualité. Elles seront en capacité de décider parfois elles problème. Et ça, les hommes n'ont jamais ce dilemme. Driss Ghali.
être homme en terre d'islam, c'est pas facile non plus, même si... Parce que l'islamisme, il attaque les hommes et les femmes. Oui, bien sûr. Il attaque les hommes et les femmes. Il y a des névroses. C'est les femmes qu'on veut cacher. Et c'est les femmes qui sont un porte-drapeau. Oui, pour les c'est les femmes qu'on veut cacher. Oui, mais voilà, je marche sur des œufs parce que on parle quand même d'une grande civilisation quand elle est à l'aise. Vous allez au Maroc, vous voyez l'islam, il est à l'aise avec des imams, un roi, des muezzines. Parce que je rejoins un peu Nathan. On peut sortir des archives des différents rois du Maroc. Voilà. Ouais, mais il y avait un regard bien critique sur le voile. Bien sûr. On peut aller en Égypte pour voir ce que disait Nasser. Voilà. Nasser disait qu'il n'imaginait même pas que ses fils seraient voilés. Il se moquait des frères musulmans. Voilà, il se moquait des frères musulmans. Et quand il allait dans la rue, il dévoilait les femmes. Oui. Voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'islam s'est vengé. L'islam a partout gagné. À part quelques pays qui sont préservés, et encore même le Maroc qui est très préservé, il y a une offensive du voile. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème psychologique. Les gens sont perdus à cause de ça, de la globalisation. Je vais encore marcher sur des œufs. Le Dieu est devenu le Dieu de l'argent. Tout le monde bosse comme un dingue et veut consommer, et ils ont tous des prêts. Est un encre, une encre. Ça permet de plus penser, de plus y penser. Donc le sujet est très grave. Maintenant, du point de vue français, on n'est pas un pays islamique. Je pense que la première prémisse est de dire que nous ne sommes pas un pays islamique, nous n'avons pas vocation à le devenir. Et il faut faire un jour ou l'autre un grand deal avec l'islam en France pour le dompter. À un moment donné, il faudra faire ce deal-là, parce qu'il y a une demande de religiosité en France. Soit nous, on bloque tout, ok, et ce sera les frères musulmans qui vont remporter le jackpot, soit nous, on organise ça. Et là, il faut des hommes et des femmes qui pensent différemment. Je voudrais juste faire un petit point, un peu pour détendre l'atmosphère. Il y a 5 ans... Très détendu. Je suis très détendu. C'est moi qui suis crispé. Oui. Il y a 5 ans... Le débat, c'est la vie. Il y a 5 ans... Nathan, il est très détendu. Oui, très. Non, en fait, je suis crispé. Nathan, vous pouvez nous mettre au même endroit, on verra pas la même chose. Et on s'en marre. Non, parce que je suis crispé, parce que je suis d'accord avec lui pour une fois. Donc je m'auto... alors là, par contre, c'est vous. Là, par contre, je vais appeler un docteur. Nous parlons au nom de la liberté. Très bien. Nous disons aux musulmans, je ne dis pas ça comme ça, mais vous êtes des rétrogrades, le voile, le tout. Mais je me rappelle qu'il y a juste quelques années, nous avons voilé la population française au nom du Covid. Et moi, ça m'avait choqué. Parce que nous avons dit à toute la population... On l'a beaucoup dénoncé. J'étais pas pour l'interdiction du masque. J'étais contre le masque, j'étais pas pour son interdiction. Alors, par contre, le parallèle masque-voile, vous voyez... c'est pas moi qui ai fait le parallèle. Non, le parallèle masque-voile, c'est hors de question. Le parallèle masque-voile, c'est hors de question. Très bien. Ce que je veux dire, c'est que mettez-vous dans la peau d'une musulmane. Je ne défends pas le voile. Mais j'essaie de comprendre un peu la nature humaine. Dans la peau d'une musulmane, une femme voilée, puisque la burqa était, on l'a vu, la burqa étant interdite en France, loi Copé, sous Nicolas Sarkozy. La burqa, c'est en Afghanistan, il n'y a pas de burqa en France. Certaines mettaient le voile et le masque pour cacher tout le visage, sauf les yeux. Parce que certaines cherchent le salut éternel. Ça, il faut le comprendre. La promesse du paradis, c'est un truc on ne peut pas l'acheter. Et nous, au nom d'un virus qui avait ses limites, etc., nous avons voilé la population entière. On a dit tout le monde, fermez vos gueules, sinon vous n'êtes pas des citoyens. Donc nous avons quand même un problème. Moi, je suis assez mal à l'aise par rapport à cette question du voile depuis le Covid. Parce qu'on a voilé la population. Et on a dit aux gens, fermez vos gueules. C'est très vrai. Hommes et femmes. Et nous, Nathan, je voulais ajouter un mot. Je voulais ajouter juste et on passera un au petit prison mot. dans un instant. L'histoire du voile, si on fait rapidement, tout petit peu, la remettre en perspective dans l'histoire des religions, d'abord, ce n'est pas une pratique religieuse à la base, c'est une pratique de certaines sociétés où les femmes étaient voilées. Vous ne faites pas l'histoire du voile. Les trois religions monothéistes ont, à leurs origines, écrit que les femmes devaient se voiler ou demander aux femmes de se voiler. Le judaïsme, c'est encore le cas. Les femmes mariées aujourd'hui chez les orthodoxes sont voilées, en tout cas elles ont les cheveux couverts. Saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, qui dit que les femmes doivent se voiler quand elles prient, et même en général, et l'islam. La question, c'est précisément... Oui, mais même il y a un verset un peu plus général. La question, c'est comment on interprète le texte. Les religions, elles sont évolutives. Il ne faut pas les essentialiser. Le grand combat, je crois, du monde musulman pour le siècle qui vient, c'est qu'une lecture de l'exégèse ouverte de l'islam, de l'exégèse qui ne s'enferme pas dans une orthopraxie encore plus sexiste, puisse gagner. Et je crois que essentialiser l'islam comme une religion qui serait ontologiquement sexiste, etc., c'est s'empêcher précisément à cette religion de pouvoir demain évoluer comme les autres l'ont fait. Le mot de la fin à Éric Tegner et Naïm Bestanji. Moi, je trouve ça dangereux de mettre sur le même plan les différentes religions. Et même si on réglait le problème de l'islamisme radical, moi, je ne veux pas que la France devienne, y compris le Maroc. Et c'est ça le sujet. Et moi, j'ai la sensation que vous, Nathan, et beaucoup, en fait, si vous arrivez à apaiser l'islam, que la France devienne le Maroc, ça ne vous dérangerait pas.
Et c'est ça mon problème. Et c'est pour ça que le sujet, au-delà de la lutte contre les radicaux de l'islamisme, c'est qu'est-ce qu'on veut de notre pays. Moi, je ne suis pas du tout contre les musulmans qui veulent pratiquer durement leur religion au Maroc. Ils ont le droit de le faire. Je pense que quand vous croyez en Dieu, vous y croyez radicalement. Il n'y a pas de modération là-dessus. En revanche, je pense que la France, ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas un pays du Maghreb. Et donc, il faut le préserver aujourd'hui. Et c'est le grand problème des laïcards, justement, aujourd'hui, qui ont toujours voulu mettre sur le même plan. Le JDD a révélé que 10 millions d'euros ont été débloqués du côté de l'Union européenne pour convaincre la population que l'islam faisait partie des racines européennes. Naïm Bestanji, le mot de la fin. Merci pour les laïcards, dont je suis. Alors, juste pour conclure, je vais rebondir un petit peu ce qu'a dit Il est Rachel. sympa, hein, vous inquiétez pas. Ouais, mais je n'en doute pas. Il attaque un peu, genre les mollets. Rachel, tout à l'heure, disait que le voile n'est pas culturel en Afrique subsaharienne. C'est vrai, et c'est aussi le cas pour le voile qu'on connaît aujourd'hui, pour le Maghreb. Il faut savoir que le voile au Maghreb, c'était des voiles locaux, culturels. Ils n'en étaient pas moins patriarcales, mais ils étaient en être recul. Le safsari, je me rappelle plus, le caïs. Le haïk aussi. Le haïk, voilà, pardon. Le haïk était en être recul. Ensuite, vous avez les islamistes qui ont fait du prosélytisme et qui ont importé, ou qui ont exporté, selon d'où l'on vient, le hijab, le djilbab, le niqab en Afrique du Nord. Pour conclure, je vous rejoins, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut que les choses évoluent dans le bon sens, si on veut que l'islamisme recule, il faut comprendre ce qu'est vraiment l'islamisme et ce qu'est vraiment l'islam et ce qu'est le voile. Il faut vraiment se pencher sur les textes. J'ai toujours cru que la réforme de l'islam viendrait des musulmans eux-mêmes, notamment dans des pays comme le nôtre qui permettent la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas dans les pays musulmans, même pour parler d'islam. Aujourd'hui, je m'aperçois que ce travail, finalement, il va être fait, c'est pour rejoindre le début de ce débat, les apostats. Les apostats sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux font un travail formidable sur l'exégèse du Coran, sur les textes religieux, même si je ne suis pas toujours d'accord avec eux. C'est ce que fait Adela, c'est ce que font plusieurs autres, hein, Amir Apostat, Ali Baba, Jack Le Fou, etc. Ceux-là même obligent des musulmans, surtout les rigoristes, surtout les islamistes, à défendre leurs textes. Et maintenant, les islamistes, alors qu'ils n'avaient jamais fait ça avant, les islamistes parlent d'eux dans leurs vidéos et mettent en garde les musulmans de ne pas aller sur les lives des apostats. Parce qu'ils craignent, pourquoi ? Parce qu'on va sur leur terrain. Et c'est ce que je dis dans mon livre. Il faut aller sur le terrain théologique. Eux n'hésitent pas à aller sur le terrain de la démocratie, de la laïcité. Il faut que nous aussi, nous allons sur le terrain de la théologie. C'est comme ça qu'on réussira. Et je vais rappeler une dernière fois donc, le tweet de Valérie Boyer qui a alerté Bruno Retailleau. Le mouvement ex-muslim se développe en France depuis plusieurs années. Des anciens musulmans défendent leur droit à l'apostasie et à la critique de l'islam, mais ils subissent trop souvent des menaces. C'est pourquoi j'ai souhaité alerter notre ministre de l'Intérieur. Merci Naïm Bestanji d'avoir été avec nous. Je rappelle votre titre, votre livre, Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va parler des prisons parce que c'était l'actualité du jour.